Bon, bah, ça y est, il est 13 heures. Eh bien, j'ai le plaisir, d'accueillir aujourd'hui, le professeur Sébastien Hulot qui va nous parler, d'un nez électronique pour améliorer le dépistage du cancer bronchopulmonaire, entre autres dans le cadre, je pense, de l'étude, Patacoff, auquel d'ailleurs nous avons eu le plaisir de participer. Donc, simplement, si ça va bien passer. Je vous rappelle donc que la FHU Respire donc, est un projet qui a été donc labellisé depuis le 1er janvier 2021. On a fait notre mi-parcours là très récemment. J'en donnerai les résultats lors de la journée du 10 mai, mais juste pour vous dire qu'a priori, de ce qu'on a entendu, puisqu'on n'a pas encore de retour officiel, on a été mis dans le haut du panier, entre guillemets, avec poursuite sans recommandation. Donc, dans la même direction que ce qu'on a déjà fait. Je vous rappelle que ces objectifs, et je vais aller très vite, sont de renforcer les relations hôpital, université, unité de recherche, et bien entendu pour nous sur la santé respiratoire pour améliorer la prise en charge. Avec de très nombreux donc, partenaires dans l'interrégion nord-ouest, c'est-à-dire Hauts-de-France et Normandie. Et donc, les conférences du dernier mardi du mois, vraiment, c'est de mettre en avant des travaux, des compétences de divers membres de la FHU. Donc, elles peuvent être ces conférences orientées soit vers le grand public, soit réservées aux professionnels de santé. Elles sont en direct sur le Zoom et elles peuvent être ensuite remises sur le replay sur notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, donc le projet Patacoff. Le 30 mai, donc le prochain mardi du mois, ça sera sur la dysbiose intestinale et l'altération de l'axe intestin-poumon, conséquence sur la réponse à l'infection respiratoire. Ça sera le docteur Rémi Leguerne. Vous voyez qu'il reste des petits créneaux de libre. S'il y a des idées, des topos, des envies, n'hésitez pas dans ce cas-là, nous envoyer un petit mail sur l'adresse mail de la FHU Respire. Et je vais arrêter mon partage d'écran pour laisser donc Sébastien Hulot nous partager donc son diaporama et on va pouvoir l'écouter avec grand plaisir. Et un grand merci d'être là aujourd'hui. Merci Claire. Alors, je vous partage ma présentation. J'espère que ça fonctionne bien. Oui, c'est bon, on a tout. C'est parfait. Alors, je me présente, je suis le professeur Sébastien Hulot, je suis un médecin du travail de formation et j'exerce en fait mon activité clinique dans un service d'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc, voilà, c'est une particularité et je suis aussi médecin dans un service régional de consultation de pathologie professionnelle et environnementale à Lille. Et donc, j'ai des consultations à tropisme en fait pulmonaire. Donc, je vois principalement dans mes consultations des patients atteints de cancer bronchopulmonaire, d'asthme professionnel, d'atteint de PID. Et donc, je suis amené souvent à établir en fait un lien entre les expositions professionnelles et l'apparition de certaines maladies respiratoires. Dans le cadre de ma recherche, je suis le co-responsable de l'axe 2 de l'équipe d'accueil labellisée de recherche 4483, qui s'appelle IMPEX, Impact de l'environnement chimique sur la santé. Et donc, dans cette équipe d'accueil, on a deux axes. On a un axe avec une approche expérimentale, en fait, pour effectuer l'analyse de la pneumotoxicité des aérocontaminants et identifier éventuellement des biomarqueurs d'effet. Et sur l'axe 2, en fait, on a développé un axe de recherche et de validation chez l'homme de biomarqueurs, d'exposition, d'imprégnation et d'effets précoces des aérocontaminants. Et donc, le projet que je vais vous présenter là, il est issu d'un peu de tout ça, c'est-à-dire la clinique, notamment à l'Institut Cœur-Poumon, où cet établissement a pour vocation eh bien, de développer un centre de dépistage des maladies, qu'elles soient cardiaques ou pulmonaires, et d'associer les différentes équipes d'accueil qui peuvent travailler notamment dans tout ce qui est dépistage de pathologies respiratoires. Alors, pourquoi on s'intéresse au cancer bronchopulmonaire? Et ça, je pense que vous le savez. Si je vous redonne ici les données nationales de l'INCa, notamment celles de 2018, où on estime quand même un nombre de nouveaux cas qui est à plus de 46 000 en taux d'incidence, avec une majorité chez les hommes, avec un âge médian au diagnostic qui est de 67 ans chez l'homme et 65 chez la femme. Et on a une évolution du taux d'incidence qui est beaucoup plus importante chez la femme, plus 5% par an en moyenne. Et quand on regarde le nombre de décès en rapport avec ces nouveaux cas, eh bien, on voit qu'il y a
nombre très important de décès, plus de 33 000 estimés en 2018 par cancer du poumon. L'âge médian, vous voyez, 69 ans chez l'homme, alors qu'on a un diagnostic à 67 ans, et puis 68 ans chez la femme, pour un diagnostic moyen à l'âge de 65 ans. La survie nette standardisée sur l'âge, elle est pas énorme en fait, hein, du tout même. À 5 ans, on est à 17%, et puis à 10 ans, on est à 10%. Et sur 5 ans, pour les personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015, on est à 20%. Donc, en fait, ça, c'est dû au fait que ce cancer bronchopulmonaire, il est diagnostiqué très souvent à un stade tardif, qui fait que on a une survie qui est nettement diminuée, puisque on ne peut prendre en charge qu'avec des soins par chimiothérapie et d'autres soins de support. Et on aimerait quand même que ces patients soient pris en charge à un stade beaucoup plus précoce. Pourquoi beaucoup plus précoce? Parce qu'on peut faire une prise en charge chirurgicale qui va nettement améliorer la survie de ces patients. Alors, je voudrais juste revenir sur, au niveau régional, sur le cancer bronchopulmonaire, notamment dans les Hauts-de-France, où on a une surincidence régionale. Vous voyez les zones en rouge, orange, on est bien concerné. Et puis, on a une surmortalité régionale. Ici, ce sont les données représentées chez l'homme, notamment la surmortalité entre 2007 et 2014. Vous voyez qu'on est bien dans le rouge. Alors, tout ça, c'est issu, en fait, notamment des habitudes tabagiques, mais aussi du passé industriel qui a exposé les différents salariés dans la région à des cancérogènes à tropisme pulmonaire. Quand on regarde les facteurs de risque du cancer bronchopulmonaire, on retrouve le tabac, et ça, c'est le gros facteur de risque, ça, c'est évident. Mais après, la deuxième cause, le deuxième facteur de risque, c'est l'exposition domestique au radon. Et on a tendance à l'oublier. Et les expositions professionnelles, la très grande partie de ces expositions professionnelles, c'est dû à l'amiante, aux fibres d'amiante, à l'acide cristalline et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Après, il y en a plein d'autres. Et ça a été listé par le Centre international de recherche contre le cancer dans la catégorie 1 et 2A, disponible sur le site. Et puis, il y a la pollution de l'air, où de plus en plus d'études chez les non-fumeurs, arrivent à démontrer les mécanismes physiopathologiques qui font le lien entre l'apparition du cancer en rapport avec cette pollution de l'air, notamment l'intervention du macrophage et puis de l'IL-1β. On se pose la question, voilà, depuis plusieurs années maintenant, le dépistage organisé pour le cancer bronchopulmonaire. Alors, il faut déjà se poser la question, il faut savoir, est-ce que c'est légitime? Alors oui, c'est légitime. Pourquoi? Parce que ça permet, il faut répondre à certains critères pour pouvoir développer un dépistage organisé au sein de la population française. Il faut que le problème auquel on s'attaque, ce soit un problème de santé publique. C'est le cas. Il faut que la physiopathologie de la pathologie soit connue et qu'elle comporte une longue phase asymptomatique, ce qui est le cas pour le cancer bronchopulmonaire. Pendant de longues années, le patient ne se plaint de rien et il commence à se passer des petites choses, c'est-à-dire qu'on a une division cellulaire anormale qui n'est pas perçue par le sujet et qui, voilà, avec un doublement du nombre de cellules qui peut être plus ou moins long. On connaît les facteurs de risque du cancer bronchopulmonaire. Il existe un traitement efficace en cas de diagnostic précoce, notamment la chirurgie. C'est très bien que quand on a une masse tumorale faible et qu'elle est localisée, on va pouvoir intervenir chirurgicalement et largement améliorer la survie de ces sujets. Ce sera la diapositive suivante. Et puis, surtout, dans le cadre d'un dépistage, il faut qu'on ait un examen qui soit un examen bien accepté par la population et que ce soit un examen qu'on puisse répéter. On n'a pas le droit au one shot. Il faut qu'on puisse répéter régulièrement cet examen. Et c'est le cas de ce qu'on appelle le scanner thoracique à faible dose d'irradiation. L'odo-CT scan. L'odo-CT scan, c'est ce qu'on utilise pour ces dépistages organisés. C'est quelque chose qui est bien accepté parce qu'il est très peu irradiant et il peut être répété durant ce suivi. Alors, je vous disais tout à l'heure, quand on opère les gens de façon à un diagnostic précoce, on améliore largement leur survie. Et vous voyez, ça, c'est une publication qui a repris ces éléments-là dans la dernière classification des cancers bronchopulmonaires. On voit clairement sur les stades précoces, c'est-à-dire les stades 1A,
1A à 1A3, par exemple, vous voyez qu'on est entre 77% et 92% de survie à 5 ans, ce qui est quand même largement supérieur aux stades tardifs, qui sont les stades 4, où vous voyez, on a entre 0 et 36%. Donc, clairement, la prise en charge chirurgicale améliore nettement la survie de ces patients. Le but du dépistage est donc forcément d'essayer de viser ces populations-là. Alors, depuis plusieurs années, différents programmes ont été mis en place dans différents pays et ont essayé de les mettre en place suivant certains protocoles. Et notamment, il y avait des études qui comparaient l'utilisation d'un scanner thoracique versus la radiographie thoracique, ce qui a notamment été le cas de l'étude américaine, NLST, pour National Lung Screening Trial, qui a comparé ces deux bras et qui a montré qu'il existait une diminution de 20% par cancer bronchopulmonaire lorsqu'on utilisait le scanner thoracique. Et puis, plus proche de chez nous, une étude hollandaise et belge, qui est l'étude Nelson, qui a effectué ce dépistage avec des personnes à risque, notamment avec un tabagisme, mais on va revenir sur les critères juste après. Et ils ont comparé l'utilisation d'un programme de dépistage avec un scanner thoracique low dose, et ils ont comparé ça avec une prise en charge classique, sans forcément utiliser de façon standardisée la radiographie thoracique, mais une prise en charge classique. Et je vais revenir sur les résultats. Il faut savoir que parmi les autres études qui sont citées là, beaucoup d'entre elles n'avaient pas une puissance statistique suffisante pour répondre à la question. Et là, clairement, ce n'est pas des choses qu'on peut voir à l'initiation des études, c'est parfois des choses que l'on peut voir qu'après, une fois que les résultats sont mis sur le papier. Et l'étude Nelson, elle, est une étude intéressante parce qu'elle va utiliser notamment une analyse volumétrique en fait, des résultats scanographiques proposés. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'étude Nelson? Eh bien, ils ont pris des sujets à haut risque de cancer bronchopulmonaire, des sujets qui sont atteints entre 50 et 74 ans, qui avaient fumé au moins pendant 25 ans 15 cigarettes par jour ou pendant plus de 30 ans 10 cigarettes par jour. Et puis, il y avait les anciens fumeurs qui avaient arrêté de fumer depuis moins de 10 ans. Alors, bien sûr, il faut que pour que ces personnes puissent intégrer ces programmes de dépistage, il faut que ces personnes soient en bonne santé et qu'elles puissent pouvoir bénéficier éventuellement d'une chirurgie si on leur dépiste des éléments. Et ça faisait partie des critères où il fallait être en bonne santé. Donc, forcément, dans les critères d'exclusion, on avait des personnes qui n'étaient pas en bonne santé, qui étaient exclues de ces programmes. Alors, ils ont bénéficié de quoi de ces sujets? Il y avait un bras qui bénéficiait en fait d'une prise en charge classique, c'est le bras contrôle. Et puis, il y avait les sujets qui avaient le bras, comme on dit, dépisté. Et ils ont eu un scanner au bout d'une année. Ils en ont eu un deuxième 2 ans après, donc au bout de 3 ans. Et puis, encore 2,5 ans après, ce qui faisait un autre scanner à 5,5 ans. Et puis, on a regardé un peu quels étaient les résultats de ces deux bras à 10 ans, et pour voir lesquels est-ce qu'on avait une diminution de mortalité par cancer bronchopulmonaire. Bien oui, on avait une mortalité par cancer bronchopulmonaire qui était plus faible dans le bras dépisté que dans le bras contrôle, et puis on avait une mortalité toutes causes confondues qui était également diminuée. Je vais revenir après là-dessus. Alors, cette étude Nelson, vous voyez qu'on a une réduction de 24% de la mortalité par cancer bronchopulmonaire chez les hommes à 10 ans du suivi. Donc 156 versus 206. Les résultats étaient encore meilleurs chez la femme, puisqu'on était à 33%. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ces programmes de dépistage, c'est que chez les hommes qui avaient participé au dépistage, il y en avait 68% qui étaient des stades précoces, des stades 1 ou 2, donc qui pouvaient bénéficier éventuellement d'une prise en charge chirurgicale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, alors qu'on était à 21% dans le groupe sans dépistage. C'est-à-dire que dans le groupe sans dépistage, on avait des sujets qui étaient en stade tardif. Et vous voyez ici, les stades 4 représentaient 45,7% des cas, ce qui est beaucoup trop. Et donc, on voit bien l'utilité de ces programmes de dépistage. Alors après, il n'y a pas forcément que des avantages à ces programmes de dépistage. Et donc,
on voit que parmi les réponses que le scanner peut donner dans ces programmes, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle un test indéterminé. C'est-à-dire, on va avoir des nodules sans trop savoir quoi en faire, sans savoir dire si c'est vraiment quelque chose de méchant, si je puis dire, de cancéreux. Et donc, vous voyez que cette réponse-là, elle n'est pas simple parce qu'elle nécessite de faire des examens complémentaires et soit des scanners complémentaires, soit des procédures diagnostiques complémentaires. Et puis, surtout, quand on regarde les résultats, on a ce qu'on appelle une valeur prédictive positive, c'est-à-dire la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, était de 43,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 56,5% des tests positifs étaient des faux positifs. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut améliorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, la population cible, elle n'est peut-être pas si bien ciblée que ça au départ, notamment si on prend l'âge et le tabagisme comme seul facteur pouvant déterminer cette population cible. Alors, d'autres études ont été faites et quand on fait un peu l'analyse de l'ensemble de ces études, eh bien, on s'aperçoit, on fait la moyenne en fait de la mortalité, la diminution de la mortalité par cancer bronchopulmonaire de tous ces programmes de dépistage dans les différents pays et on a une moyenne une diminution de 16%, ce qui est énorme, et une mortalité toutes causes confondues qui est de moins 3%. Donc, c'est là aussi quelque chose d'intéressant. Alors, là-dessus, fort de ces études et de ces résultats intéressants, là, il y a eu des recommandations françaises qui ont été effectuées pour le dépistage du cancer bronchopulmonaire, et notamment de l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique, en association avec la Société de pneumologie de langue française, la Société d'imagerie thoracique, qui ont fait un papier qui ont décidé, en fonction des différentes méthodes utilisées pour ces programmes de dépistage, comment ils étaient organisés, est-ce qu'il fallait faire ça tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, et quel temps était nécessaire. Donc, ils ont fait la synthèse de ces différentes études et ce qui était décidé, c'est que c'était que les personnes âgées de 50 à 75 ans étaient concernées, avec un tabagisme pour les fumeurs actifs ou récemment sevrés de moins de 10 ans, plus de 15 cigarettes par jour pendant 25 ans ou plus de 10 cigarettes par jour pendant plus de 30 ans, et puis pour les ex-fumeurs sevrés entre 10 et 15 ans. Il y avait forcément un consentement éclairé et un sevrage tabagique à initier, ça c'est l'obligation. Et puis, il y avait une exclusion de ces programmes de dépistage si antécédent de cancer, des signes cliniques suggérant un cancer, un scanner thoracique récent, parce que il ne faut pas avoir déjà eu un scanner thoracique auparavant, et puis des comorbidités sévères qui contre-indiqueraient des procédures thoraciques invasives. Et puis, avec quoi? En fait, avec l'outil qu'on a à disposition à l'heure actuelle, c'est un scanner thoracique à faible dose d'irradiation, sans injection de produits de contraste, et avec au moins 2 scanners thoraciques à 1 an d'intervalle, puis tous les 2 ans. Il y a quelques points faibles quand même de ces programmes de dépistage. Notamment, on a une faible participation au programme des sujets à haut risque de cancer bronchopulmonaire. Et oui, je pense que les sujets ont peur de participer à ce type de dépistage, et ce qui se comprend. Mais par exemple, aux États-Unis, depuis 2016, ils ont un taux de participation qui est seulement de 6,5% au maximum sur la population concernée. Donc, c'est quand même pas du tout énorme. Et il faut essayer d'aider et d'inciter les personnes à risque à participer à ces programmes de dépistage. Et puis, on voit bien avec les résultats, notamment sur la valeur prédictive positive, que la définition des sujets à haut risque, elle n'est pas optimale. Et puis, on a le problème des nodules indéterminés qui nécessitent des scanners supplémentaires et des procédures invasives. Et puis, le nombre de surdiagnostics qui reste à diminuer. Alors, surdiagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est on diagnostique un cancer à quelqu'un, mais en fait, le temps de doublement est très long et donc, on n'aurait certainement pas traité cette personne puisque c'est quelque chose qui n'aurait pas été symptomatique. Donc, c'est des éléments qu'il faut diminuer, mais qui, quand on fait ce genre de dépistage, eh bien, sont présents. Et puis, il y a des faux positifs, c'est-à-dire d'autres pathologies que des cancers qui sont détectés, mais qui nécessitent des procédures diagnostiques invasives et qui peuvent avoir des conséquences non négligeables.
et notamment dans l'étude américaine, eh bien, on avait quand même 96% de faux positifs qui avaient nécessité des procédures invasives et qui avaient eu des conséquences non négligeables pour environ 11 à 12% des sujets, ce qui n'est pas négligeable dans ce type de dépistage. Alors, il y a eu d'abord, au vu de ces résultats, au départ, la HAS, notamment il y a quelques années de ça, avait refusé d'initier des programmes de dépistage, mais au vu des nouveaux éléments, et notamment des résultats d'études Nelson, qui montrent des résultats très intéressants, estime qu'il faut mettre des choses en place et il faut mettre des études pilotes pour pouvoir avoir plus de données françaises, mais il va falloir montrer les éléments sur la population française. Et donc, voilà, c'est un peu ce que la HAS veut dire. Je vais revenir un peu sur les différents éléments de façon plus précise sur ce qu'elle veut qu'on démontre, et notamment les modalités de dépistage, la performance, l'efficacité et l'efficience du programme de dépistage, les contraintes organisationnelles, les dimensions éthiques et sociales. Tout ça, ça doit être testé sur différents scénarios possibles de dépistage, à savoir comment on va organiser ça tous les ans, tous les 2 ans, est-ce qu'il faut faire encore un autre schéma, enfin, voilà. Et il y a aussi une impulsion européenne, clairement, pour mettre en place ces programmes de dépistage. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire en France sur ces populations à risque, parce que clairement, j'en suis convaincu, il y a un bénéfice à avoir pour ces patients. Alors, la HAS veut qu'on fasse des études pilotes et qu'on étudie certains points, notamment des points qui concernent la santé publique, et se pose la question de savoir est-ce que la prise en charge thérapeutique précoce et efficace des cancers bronchopulmonaires, est-ce qu'elle permettrait une augmentation de la qualité de vie? Est-ce qu'on aurait une diminution de la charge financière de cette maladie? Bien sûr, tout en associant les actions de lutte contre le tabac. D'un point de vue sécuritaire, comment prendre en compte les risques de répétition des examens de dépistage, comment prendre en compte les risques liés à un surdiagnostic ou à un surtraitement. Bien sûr, évidemment, quand on met en place des traitements alors qu'ils ne devaient pas être mis en place, ça provoque des effets indésirables et voilà, c'est pas forcément qu'on augmente la qualité de vie. Et puis, comment prendre en compte la disparité possible entre les machines de scanner. Tous les radiologues n'ont pas les mêmes machines et donc, il faut établir des protocoles nationaux, homogènes, qui puissent répondre et avoir une attitude homogène sur l'ensemble du territoire. Et puis, l'acceptabilité de ces programmes par la population cible. Il faut qu'il y ait un taux de participation suffisant. Et puis, l'impact psychologique de ce dépistage qui est important, parce que savoir du jour au lendemain qu'on a des nodules au niveau de son scanner thoracique, eh bien, ça change la vie. Et ça a été également démontré qu'il peut y avoir un impact psychologique non négligeable. Et puis surtout, ça peut avoir un impact sur le sevrage tabagique, notamment quand on a des résultats négatifs. Eh bien, est-ce que les personnes qui auront un résultat négatif au niveau du scanner ne vont pas se dire je vais quand même continuer à fumer puisque de toute façon, voilà. Donc, voilà, il y a toute une démarche à avoir et à évaluer. Et puis, l'impact organisationnel et économique qui est important. Quel impact budgétaire aura ce dépistage? Et puis, est-ce qu'il sera contrebalancé par la diminution de la létalité de la maladie et son rapport coût-efficacité? Je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça parce que ce qui avait été démontré, c'est que une augmentation de 10 centimes du paquet de cigarettes permettait de prendre en charge ce dépistage. Et donc, par rapport à cette question-là, je pense que la réponse, on l'a déjà quasiment. Et puis, il y a des aspects éthiques et sociétaux, notamment la disparité sur le territoire qui concerne l'accès au dépistage et notamment comment accéder aux populations vulnérables ou les personnes éloignées du système de santé. Et là, notre solution, notamment le nez électronique, va peut-être nous aider. Alors, justement, comment améliorer l'efficience des programmes de dépistage du cancer bronchopulmonaire? Nous, on s'est dit qu'il fallait réussir à être en proximité des sujets et réussir à augmenter le taux de participation de ces sujets-là au programme de dépistage et essayer d'améliorer l'efficience du programme de dépistage, notamment à aider à mieux caractériser les populations cibles et à mieux caractériser notamment les nodules indéterminés, ce qui, au global, améliorerait l'efficacité de ces programmes de dépistage. Alors, ça va peut-être venir, ça vient des chiens, hein, c'est né électronique, vous connaissez certainement cette étude.
des labradors qui ont été entraînés sur des échantillons d'air exhalé et d'urine, de sujets qui étaient atteints ou pas de cancer bronchopulmonaire. Et puis après, on leur a présenté aux chiens des tests sur des 246 sujets, vous voyez, dont 41 étaient atteints de cancer bronchopulmonaire. Et on s'aperçoit quand même qu'ils ont une efficacité non négligeable puisqu'ils ont un taux de détection qui est de 78% quand ils respirent l'air exhalé des sujets qui avaient les cancers, et puis un taux de détection de 87,8 quand ils reniflaient l'odeur des urines de ces sujets-là. Et quand on combine les deux, ben on a quand même un taux de détection de 97,6%, ce qui n'est quand même pas négligeable du tout. Mais en pratique, c'est quand même assez difficile d'avoir un chien dans chaque cabinet de consultation. Donc l'idée, c'est de faire des nez électroniques, c'est de reproduire la truffe de ces chiens et d'essayer de voir comment on peut les imiter. Et ça, c'est pas une chose facile. Quand on regarde un nez électronique en parallèle d'un système biologique classique, eh bien, on a tout d'abord dans un nez des récepteurs olfactifs. Et ces récepteurs olfactifs vont traiter le signal et ce signal sera ensuite intégré au niveau des fonctions supérieures. Et en fonction de la comparaison à d'autres signaux qui ont été donnés auparavant, eh bien, on pourra, par exemple, ici, dans le cas que je donne, c'est en reniflant la rose, on pourra dire c'est une rose. Et dans un nez électronique, eh bien, on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs, des sensors, c'est-à-dire une matière qui va réagir quand on va mettre des odeurs dessus et qui va changer son impulsion électrique. Cette impulsion électrique, elle sera intégrée et elle sera comparée par rapport à une base de données préexistante qui nous permettra de dire oui, c'est une haleine de patient atteint de cancer ou pas. Et donc, c'est un peu ce principe-là. Alors, si on intégrait ce nez électronique dans un programme de dépistage du cancer bronchopulmonaire, quelles seraient les possibles conséquences de l'inclusion de ce dispositif? On pourrait inciter éventuellement la participation au programme de dépistage, notamment pour les personnes qui hésitent à participer, on pourrait les faire souffler dans le nez électronique et puis si on avait un signal qui disait attention, rouge, c'est pas bon, voilà, moi je vous conseille de faire un scanner thoracique. Et donc du coup, ça peut être une façon de les aider à participer. Et puis peut-être aussi, une fois que les personnes participent, sont rentrées dans ce dépistage, à mieux définir ces populations à risque. C'est-à-dire que pas uniquement sur l'âge et sur le tabagisme, mais aussi sur leur odorat d'haleine, qui va faire qu'on va mieux les cibler. Et puis, pour les aider à mieux définir les nodules indéterminés qu'on va trouver pendant ce cycle, et ce qui pourrait améliorer les critères de sensibilité, spécificité du scanner thoracique. Et puis, question, est-ce que ça va aider au sevrage tabagique? Là, la question est un peu plus complexe, puisque, comme pour le scanner thoracique, en cas de réponse négative, bien, on pourrait s'attendre éventuellement à un tabagisme qui pourrait se poursuivre. Mais ça, c'est des questions qui restent en suspens. Alors, un nez électronique, ça va détecter quoi? En fait, ça va détecter ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, qui sont dans l'air que nous expirons. Mais ces composés organiques volatiles, d'où ils viennent? En fait, ils viennent d'une part de ceux qu'on produit au niveau pulmonaire, mais qu'on peut produire aussi dans d'autres organes et qui sont passés dans le sang et qui sont relargués au niveau du poumon et que l'on expire. Ils sont un peu pollués aussi par les composés organiques volatiles qu'on a dans l'air, qu'on inspire et qu'on expire, mais qui ne sont pas absorbés par le corps. Et aussi, ils peuvent être perturbés par le microbiome qui réside au niveau du poumon, et on a une production locale comme ça de composés organiques volatiles. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas compliqué, il suffit de regarder un peu des cultures cellulaires et puis de voir si une culture cellulaire saine, une culture cellulaire de cancer bronchopulmonaire, eh bien on va regarder ce que ça dégage comme odeur et puis on va regarder si c'est quelque chose de différent. Oui, le volatolome, comme on l'appelle, composé organique volatile, volatolome, eh bien, il est modifié quand on compare différentes cultures cellulaires. Notamment, on les prend, on les dispose, on récupère l'odeur de ces cultures cellulaires et on va analyser l'ensemble des composés organiques volatiles qui sont issus de ce dégagement de cultures cellulaires en spectrométrie de masse, et on a clairement des profils qui vont être différents avec des composés organiques volatiles qui vont se surexprimer, se sous-exprimer dans certains types de lignées cellulaires. Et donc,
ici, clairement, vous avez, par exemple, l'adénocarcinome qui a une marque, on va dire, hein, un profil de volatolome qui va être différent d'un épithélium sain. Est-ce qu'on a la même chose chez l'homme? Eh bien oui, quand on récupère l'air exhalé des sujets et qu'on compare celui à des sujets contrôle, eh bien, on a des composés qui sont différents avec des réponses. Vous voyez ici des réponses assez nettes, même si on a un effectif faible, mais on a des réponses nettes, notamment entre des personnes qui ont différents types de cancers, adénocarcinome, carcinome épidermoïde, des stades précoces, des stades avancés, des nodules bénins versus des nodules cancéreux, tout ça en prenant bien sûr en compte le tabagisme. Donc, ce sont des éléments qui nous font dire c'est intéressant à utiliser. D'où ça vient? D'où viennent ces composés organiques volatiles? Là, clairement, en termes de bibliographie de données, ça manque. Ça manque dans la littérature internationale parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est très complexe parce que quand on regarde, par exemple, rien que le cancer, on a une modification du métabolisme cellulaire, de l'environnement cellulaire proche, néovascularisation, défense immunitaire. Vous voyez que tout ça, ça fait une espèce de magma qui va faire qu'on va changer le fonctionnement cellulaire, non pas d'un type, mais de plusieurs types cellulaires. Et donc, voilà, la complexité de savoir quel composé organique volatile est fabriqué par qui et quand, eh bien, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, certains auteurs commencent un peu à essayer de comprendre d'où viennent ces composés organiques volatiles. Donc, il y a des produits de peroxydation lipidique, les activations de cytochrome P450. Vous voyez que tout ça, ça reste quand même des voies qui sont non spécifiques de lignée cellulaire ou de pathologie. Vous allez me dire, mais il existe forcément une liste de composés organiques volatiles qui sont marqueurs de cancer bronchopulmonaire. Alors, beaucoup d'auteurs ont essayé de donner une liste comme ça de composés organiques volatiles et en fait, on n'a pas une liste, on a plusieurs listes qui ont été données. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des études qui sont à faible effectif de cancer bronchopulmonaire, entre 20 à 250 sujets. Et puis surtout, le recueil de ces composés organiques volatiles a été fait avec des appareils différents et avec des analyses différentes de ces composés organiques volatiles. Donc forcément, on n'a pas une liste, mais on a des listes de composés organiques volatiles. Et c'est pour ça que nous, on a voulu un petit peu aller plus loin et essayer d'avoir une vraie cohorte avec un nombre suffisant de sujets. Et c'est pour ça qu'on a lancé le projet Patacov-Katokov, qui est un projet à financement européen. Et donc, l'objectif de ce protocole, c'était d'avoir une grosse cohorte et de déterminer quels étaient les composés organiques volatiles qui permettaient de différencier une population non atteinte de cancer bronchopulmonaire d'une population atteinte de cancer bronchopulmonaire. Et donc, on voulait identifier ces composés organiques volatiles et puis on voulait réaliser dans le même temps un dispositif de nez électronique. Et dans le cadre de ce protocole, on voulait sensibiliser les autorités de santé, notamment à l'utilisation de ce nez électronique, mais aussi au dépistage du cancer bronchopulmonaire. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait avec différentes personnes et notamment différentes équipes avec des compétences bien particulières. Et donc, on avait un consortium qui était multidisciplinaire, transfrontalier, avec des personnes qui connaissaient la science des matériaux, qui étaient électroniciens, informaticiens. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un champ de compétences qui était différentes. Et puis, on a eu surtout les équipes hospitalières qui ont recruté les malades. Et ça, c'est quand même énorme, puisque l'heure actuelle, sur l'étude clinique dont j'étais l'investigateur, dont je suis toujours d'ailleurs l'investigateur coordonnateur de l'étude Katokov, on est à l'heure actuelle à plus de 530 sujets recrutés et on a déjà recruté 750 sujets non atteints de cancer bronchopulmonaire. Donc, à l'heure actuelle, ça reste la cohorte la plus importante. Et qu'est-ce qu'ils ont eu ces sujets? C'est assez simple. Ils ont eu un questionnaire. Ils ont eu un recueil de composés organiques volatiles. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait avec le petit appareil que vous voyez à droite de l'écran. Ça s'appelle un Reciva. Et qu'est-ce qui fait ce Reciva? En fait, les sujets respirent calmement dedans et on a des petites pompes à l'intérieur qui se mettent en place quand on a une pression positive dans le masque. Et donc, elles captent l'air expiré par les sujets. Et ces composés organiques volatiles, eh bien, ils vont être piégés dans les sorbants, ici, vous voyez les deux petites barrettes qu'on a là.
Et ces deux sorbants, ces deux barrettes, elles vont être envoyées à un prestataire qui s'appelle Terre Environnement et qui va faire l'analyse du spectre complet en GCMS de ces composés organiques volatiles. Et parfois, on pouvait avoir jusqu'à 128 composés organiques volatiles par sujet, ce qui était énorme, et ce qui demandait par sujet une analyse d'au moins une journée. Donc voilà, c'était un gros boulot. Une fois qu'on a obtenu ces données, c'est l'ensemble de ces composés organiques volatiles pour tous les sujets, eh bien, on a dû les classer. Et là, on a fait appel à des gens qui savent faire, et notamment à l'équipe Cristal, qui fait partie de l'INRIA, à l'Université de Lille, qui font la classification, alors avec des algorithmes d'optimisation. Je n'irai pas plus loin, mais si vous voulez, ils ont automatisé un peu la classification de tous ces composés organiques volatiles pour pouvoir classer au mieux les cas des témoins. Et donc, on se retrouve en ayant fait le nettoyage des données, en ayant regardé ce qui est redondant, ce qui n'est pas redondant, en regardant un peu les différentes méthodes possibles et disponibles pour justement l'optimisation en fait de la classification de ces données. Eh bien, on a réussi, en se basant sur 295 cas et 713 sujets contrôle, à identifier 15 codes différents. Et ces 15 codes, en fait, ils étaient intégrés dans 2 sets de règles. Et ces 2 sets de règles avaient il y en a un des deux qui avait une sensibilité de 67,8% avec une valeur prédictive positive de 100%, et un autre set de règles qui avait une sensibilité de 84,7% avec une valeur prédictive positive de 92,6%. Ces sets de règles, c'était quoi? Par exemple, c'est si j'ai ce composé organique volatile-là qui est inférieur à cette concentration-là, associé à celui-là qui est supérieur à cette concentration-là, ou que j'ai ça, ou que j'ai ça, ou que j'ai ça, eh bien, c'est ça un set de règles. Et ce qui nous permet d'identifier ce type de sujet, et comme ça, on peut les classer au mieux. Alors, en parallèle de ça, de cette étude, il y a d'autres équipes qui ont bossé sur la conception du nez électronique. Et donc, un nez électronique, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas si simple que ça. Il faut qu'on ait un système qui nous permette de recueillir à l'air des sujets et que ce soit concentré dans un ballon. Et une fois que c'est concentré dans un ballon, que ce soit analysé en temps réel. Et qu'on puisse après avoir le signal donné par ces différentes odeurs et qu'on puisse obtenir un signal qui soit exploitable. Et donc, pour le nœud central en fait, du composé du nez électronique, ça reste quand même les capteurs, les sensors, qui doivent être des capteurs qui doivent être très sensibles, qui doivent avoir une bonne sélectivité, qui doivent être résistants à l'humidité, puisqu'on a la saturation dans l'air. Ils doivent être durables, il ne s'agirait pas de changer tous les jours ces capteurs, et puis avec une réponse et une récupérabilité rapide, c'est-à-dire que ce soit vite réversible, c'est-à-dire qu'on puisse faire 2 patients d'affilée. Et donc, une fois qu'on a obtenu les différents signaux, notamment la modification de la résistance électrique, eh bien, on peut intégrer ces différents éléments et les intégrer dans une base de données et collecter l'ensemble de ces données avec les différentes autres caractéristiques des sujets dans cette base de données. Une fois qu'on aura cette base de données, eh bien, on pourra fonctionner par comparaison en disant attention, ceux-là, ils étaient plus cancer bronchopulmonaire, ceux-là, ils étaient sains. Et donc, du coup, j'améliore, au fur et à mesure que j'implémente mes données, eh bien, j'améliore l'apprentissage de mon système. Alors, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a testé le prototype qu'on a mis en place. Et vous voyez la photo au milieu du diaporama. On a testé ce nez électronique, ce prototype. Alors, comment on a fait? On a pris des haleines de sujets sains qu'on a enrichis avec des composés organiques volatiles dont on sait qu'ils sont discriminants. Et donc, on les a enrichis et puis on a essayé de voir si on a imposé ces haleines à notre nez électronique. Et en fait, on a vu, vous voyez ici, on avait une distinction qui était assez bonne entre les cas et les sujets témoins. Et donc, on avait une séparation de 92,5%. Donc ça, c'est notamment l'Université de Liège qui a fait ce travail-là et qui a été valorisé. Alors, ce projet, il a une belle, un bel impact médiatique, et ça, on est content. Et ça fait partie de la phase de sensibilisation des acteurs de soins au sens large, organisations et institutions. Et on aimerait bien continuer. Et c'est pour ça qu'on est reparti sur une demande de fonds européens, puisqu'on a eu une très bonne évaluation de la part, lors du dernier COMAC, du comité d'accompagnement par l'Europe. Et donc, on espère aller plus loin.
Et aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire miniaturiser notre prototype, donc le transformer, vous voyez, en une succession de différents appareils en ayant simplement ce petit appareil-là qu'on puisse poser sur une table et qui soit utilisable en cabinet. Et puis, améliorer la sensibilité de cet appareil. Et puis, surtout, valider son nez électronique en conditions réelles à l'hôpital. Et notamment, valider sa capacité prédictive pour les personnes atteintes de stades précoces. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait puisque les sujets qui sont inclus dans l'étude Katokov sont des sujets avec des cancers avancés. Et puis, c'est sensibiliser aussi à l'intérêt du dépistage des cancers bronchopulmonaires par les COP dans les futurs programmes de dépistage. Et on voudrait intégrer notre nez électronique dans ces programmes de dépistage, mais avant, il y a quand même tout un tas de petites choses à faire avant de les inclure. Et puis, à terme, l'inclusion du nez électronique dans un programme de dépistage, ce serait au cabinet du médecin généraliste ou du pneumologue pour les sujets à haut risque. Et puis, ça nous permettrait d'aider à la décision, comme je vous l'ai dit, lors de procédures diagnostiques invasives, savoir si oui ou non on y va, notamment dans le cadre de nodules indéterminés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Allô? Ouais. Alors, est-ce que d'abord, il y a des questions parmi les participants? Ça va venir, je pense. En tout cas, vraiment un très, très grand merci pour cette belle présentation qui a déjà remis bien la place de l'importance du dépistage du cancer bronchique. Et je pense que c'est une notion importante, mais qui a permis aussi de voir comment on pouvait essayer d'avancer pour améliorer les choses. Donc, j'ai bien compris que là, donc, la suite, c'était la Miniaturisation. Ouais, on s'est compris, voilà. Et aussi l'évaluation finalement dans une cohorte un peu plus, enfin une validation finalement dans une cohorte un peu plus large. Ça va être les deux en même temps ou finalement il y aura deux études, une qui va d'un côté on va essayer avec ce qu'on a déjà de valider finalement les COF choisis et en parallèle faire une miniaturisation ou... Là, la miniaturisation, on est déjà en train de la faire parce que ce qu'on voudrait avoir, c'est essayer avant d'enclencher les programmes cliniques, c'est d'avoir quelques nez électroniques, on va dire miniaturisés, enfin en tout cas utilisables à échelle hospitalière. Pas forcément avoir le produit fini, mais au moins avoir quelque chose d'utilisable au niveau de l'hôpital. C'est vrai que c'est un petit peu encombrant à balader, mais bon, on s'en sort. Non, c'est vrai que si on pouvait avoir quelque chose de... Mais là, par rapport au prototype, ce qui est quand même... ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à l'heure actuelle, on utilise... tu as bien vu, il y a le chariot avec le Reciva, puis après, derrière, les sorbants partent, et c'est analysé. Donc, et puis après, c'est analysé. Enfin, tout ça on va essayer de le réduire en une petite boîte. Et ça, voilà, c'est quand même un challenge technologique qui est pas négligeable. Oui, avec l'idée d'à la fin, un ticket de caisse qui nous dit positif ou négatif, enfin, entre Voilà. guillemets, à risque ou pas à risque, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, et ça aussi, c'est à évaluer, à savoir comment on fait, comment on donne le résultat, est-ce qu'on donne, il n'y a que de médecins, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à. Oui, non, bien sûr, ça entraîne. Une question de Benjamin Marteau, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a une main levée. On vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Donc du coup, j'aimerais savoir des COV qui sont difficiles à acter et à quantifier. Est-ce que vous avez des problèmes de bruit, résultats, et oui, comment vous les gérez? Alors, j'ai du mal à vous entendre parce que ça saute. Je ne sais pas s'il n'y a que moi. Si je répète un peu ta question, Benjamin, c'est est-ce qu'il y a dans l'analyse des COV des bruits, c'est ça? Difficulté à analyser les COV? Ouais, c'est ça. En fait, il y a Terre Environnement, ils sont spécialisés dans l'analyse de l'air environnemental à faible dose, en fait. Et donc, du coup, ils sont certifiés et ils ont l'habitude de faire ces analyses. Ils font l'ensemble du spectre et, comme tu dois le savoir, Benjamin, ils se basent sur des bibliothèques et parfois, on n'a pas la réponse de certains composés organiques volatiles. Donc, parmi les composés organiques volatiles qu'on a identifiés et que je ne peux pas vous donner, enfin, je ne peux pas vous les donner parce que on est dans le cadre de brevetage. Donc, du coup, je n'ai pas le droit de vous les donner.
Mais il y en a pour certains, c'est forcément il y a des choses plus difficiles à mettre à qualifier. Et donc oui, et on n'a pas toujours un nom pour chaque composé organique volatile, mais au moins on a leur signature en termes de spectrométrie de masse. D'accord, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne les vois pas pour l'instant. Il ne faut pas hésiter à lever la main. Et un petit peu dans la même idée, finalement, là, à chaque fois, on a l'anapathe du cancer. Il y aurait des coffres différentes en fonction d'adénoca, épidermoïdes, petites cellules. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de petites cellules d'inclus au final, mais… Non, mais clairement, dans la littérature, pour le peu de données qu'on a, oui, il y a des signatures différentes. Il y a des signatures différentes, mais après, il faut bien faire attention. Nous, notre protocole, il a l'avantage de prendre les personnes comme elles sont au moment où on les voit, c'est-à-dire d'être dans la vraie vie d'un dépistage. C'est-à-dire, on arrive chez le médecin généraliste, si on a pris un café avant, si on a fumé une cigarette, et ben tout ça, c'est quelque chose qui est, voilà, nous, on l'a fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a réussi à discriminer les sujets en fonction de tous ces éléments-là. On ne pouvait pas faire notamment pour les sujets qui n'étaient pas atteints de cancer bronchopulmonaire, on ne pouvait pas faire ces restrictions d'exposition pré-recueil parce que c'était quelque chose qui n'est pas possible. Ça s'est fait à l'Institut Pasteur de Lille et c'était dans des centres de prévention. Et voilà, il fallait qu'on puisse… toutes ces données-là, on les a recueillies. On a recueilli ce qu'ils avaient mangé avant, ce qu'ils avaient, si c'était lavé les dents, enfin, voilà, on le prend en compte, mais nous, au moins, on a l'avantage d'avoir cet élément-là, de faire la vraie vie. Et pour répondre à la question, clairement, il y a des profils qui sont différents selon les types histologiques. D'accord. Et en Donc, termes ça de… montre bien qu'il y a, tu vois, qu'il y a Ouais. pathologie, qu'il y a une signature, en fait. Et pour le coup, par rapport à… Je ne sais pas, il n'y a probablement pas tellement de patients qui avaient une infection évolutive ou qui pourrait modifier finalement les COV qu'on a, enfin nos COV habituels non malades, et qui pourraient faire sur certaines infections, des faux positifs. Il y avait certains, donc ça faisait partie des critères d'exclusion où voilà, infection actuelle, tout ça, ça faisait partie des critères. Donc, Et dans les futures études, vous envisagez quand même des groupes contrôle justement avec des infections, alors, c'est compliqué. c'est-à-dire qu'il faut aller à l'économie parce que le financement qu'on demande, il n'est quand même pas négligeable. Et donc, du coup, on va essayer vraiment de se focaliser sur le cancer bronchopulmonaire. Mais là où je te rejoins, Claire, c'est que ce dispositif, il pourra être utilisé de la même façon pour notamment vérifier le contrôle thérapeutique de telle ou telle pathologie pulmonaire ou même systémique. C'est déjà des choses qui sont utilisées pour d'autres types de cancers, cancer du pancréas, pour des maladies neurologiques, pour des maladies inflammatoires. Tout ça, ce sont des choses qui existent déjà et voilà, ça émerge et c'est déjà des choses qui sont utilisées par ailleurs dans d'autres spécialités. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les participants? J'aurais une question, Hélène Maurice, c'est ça? Oui. Et de ce fait, les composants volatiles, ils pourraient aussi être issus d'une autre maladie néoplasique extrapulmonaire avec un dépôt endo-alvéolaire. Est-ce que vous avez été confronté à des cas de diagnostic d'adénocarcinome pancréatique, prostate, d'autres pathologies finalement? Tout ça, nous, on les avait exclus, en fait, parce qu'il fallait que les personnes qui avaient d'autres antécédents de cancer n'étaient pas inclus dans l'étude. Mais les études actuelles, enfin, les données dont on dispose concernant l'analyse des composés organiques volatiles sur des cancers qui ne sont pas d'origine pulmonaire, oui, il y a des profils, le volatolome est différent. Et ça se voit dans l'air exhalé, mais ça se voit aussi sur les composés organiques volatiles fabriqués par les urines, notamment. Et donc, et puis il y en a aussi qui font ça sur d'autres matrices qui peuvent être utilisables. Donc toute matrice qui dégage une odeur, en fait, il semblerait qu'il y ait une espèce de signature et une conséquence du métabolisme différent et qui donne en fait une signature, une fingerprint
breast print, hein, comme on dit, de ces différents plateaux. Ce qu'il voudrait dire par contre, c'est que si on suit un peu le raisonnement d'Hélène, qu'est-ce qu'on fait sur un patient qui ne sait pas qu'il a un adénocarcinome pancréatique ou autre chose et qui fait ce test de dépistage? Derrière, on va lui faire son scanner thoracique, il n'y aura pas de lésion pulmonaire et on va s'arrêter là. Enfin, c'est vrai que ça ouvre d'autres questions. Tout à fait. Là c'est sur la validation, on va dire, des différents des différents volatomes qu'on va pouvoir utiliser. Mais je dirais que plus on va obtenir de données et plus on va améliorer l'efficience de la comparaison au sein du cloud, ce qui va nous permettre de voilà, d'implémenter un nombre de données suffisantes et au final, bien, ces données-là vont s'écarter d'elles-mêmes. En fait. Mais parfaitement d'accord que y a tout un tas de questions à se poser sur, et puis après, c'est aussi sur le dépistage scanner thoracique low dose, sans électronique aussi. Enfin, je veux dire, tout ça, ça fait partie des questions auxquelles il faut répondre. Non, non, après, c'est vraiment la stratégie dans l'utilisation des moyens qu'on va avoir qui va. Ça va peut-être dépendre des endroits, des régions, de la population. Après, là, si on se dit que ça, c'est déplaçable facilement, on peut aussi dire on va aller faire une petite campagne dans un village et tous les gens viennent. Et puis voilà, c'est plus C'est facile ça le de but. déplacer un scanner, on va dire. Hein. Ouais, mais après, vous avez sûrement entendu parler des camions qui se Oui, déplacent oui, tout à fait. à Lyon, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et voilà, ils essayent de mettre en place ça, et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on s'approche des populations vulnérables et on va vers ces populations pour augmenter le taux de participation, clairement. Et il y avait un beau travail d'Olivier Leleu sur les programmes de dépistage qui montrait qu'il y avait, quand on sensibilisait les médecins traitants, les pneumologues, la population, on obtenait un taux de participation de 72% au premier tour, ce qui est quand même énorme. Donc, voilà, il y a des éléments qui nous font dire il faut y aller. Je pense que quand on informe les acteurs qui sont impliqués dans ce dépistage du cancer bronchopulmonaire, ça fonctionne et donc il faut foncer, enfin, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vais juste encore remercier donc Sébastien pour cette super conférence, très très intéressante et qui ouvre beaucoup de perspectives, même si ça fait ouvrir ça donne aussi plein d'autres questions sous-jacentes, mais ça ouvre beaucoup de perspectives. Et puis, je vous dis à tous, alors je vous rappelle d'abord le prochain mardi du mois. Donc, la dernière conférence du mardi du mois de mai aura lieu elle n'a pas remarqué, mais ça va être le 29 ou le 30 mai. Donc, c'est sur la dysbiose intestinale et altération de l'axe intestin-poumon, les conséquences de la réponse à l'infection respiratoire. Et puis, je vous rappelle que le 10 mai, nous avons notre journée en visio de la FHU. Normalement, vous avez tous reçu les liens. N'hésitez pas à renvoyer un petit mail si vous n'avez pas reçu. Donc, une journée qui va de 9h30 à 16h, 16h30. Eh bien, un grand merci à tous et puis un bon courage pour cet après-midi. Merci, au revoir.